Bienvenue chers téléspectateurs à cette deuxième partie de notre émission Rétro-Info consacrée essentiellement sur le discours, plutôt l'intervention de Tebboune devant la presse. Et comme je l'avais dit en première partie, on va essayer de décortiquer un petit peu cette intervention, cette déclaration. Et bien sûr, j'ai le grand plaisir pour cette deuxième émission, deuxième partie encore de notre émission. M. Hamid Louloui est avec nous, M. Djihad Halimi, Mnoar Djadi et Abdelkrim Zghilch. M. Hamid Louloui, je vais commencer avec vous. Je vais revenir un petit peu sur le pays émergent, puisque Tebboune l'avait mentionné plusieurs fois dans plusieurs déclarations, comme quoi nous, on n'est pas loin d'être un pays parmi les pays émergents. Il y a 2024, la fin 2024, il avait insisté comme quoi on a tous les atouts, on a un pied déjà parmi ces pays émergents. Et la dernière fois, son dernière intervention, il a encore parlé des pays émergents, mais il a un petit peu revenu en arrière. On va écouter M. Tebboune. نقول على دولة ناشئة, un pays émergent, c'est-à-dire c'est un pays semi-développé, presque développé. يعني تصبح التفكير تاعنا والحاجيات نتاعنا والإمكانيات المالية نتاعنا ماهوش لنا فيه اليوم. باش نكونوا un pays émergent, il y a beaucoup de choses à revoir. الجزائر اليوم دخلت حطت رجلها في البلدان الناشئة. les pays émergents. كل المؤشرات تاعنا تدل على ذلك. C'est bien, M. Hamid Louloui, il s'est rétracté, il est revenu arrière. Au moins, il est reconnu comme quoi, finalement, on n'a pas un pied parmi les pays émergents, puisque c'est ce qu'il avait dit en 2024. Mais on a entendu, finalement, on a beaucoup besoin, beaucoup d'autres conditions pour être parmi les pays émergents. Comment vous expliquez ce retournement? Ça confirme ce qu'on disait dans la première partie. Quand vous insistez sur vos mensonges, quand vous manipulez l'information, vous le faites dans un cadre précis, dans un lieu précis. Quand c'est domestique, c'est à l'intérieur du pays, et que c'est le peuple qui est en train d'absorber cette information, vous pouvez toujours la contrôler jusqu'à un certain point. Et j'ai mis ça dans le contexte de l'exhaustion, c'est-à-dire la fatigue de l'opinion publique. Mais là, il est en train de toucher quelque chose à l'international. Les gens qui le conseillent se sont rendus compte qu'il est parti en dehors du cadre. Ce genre de mensonge ne passe pas à l'international. Il y a la Banque mondiale, il y a les FMI, il y a le BRICS. Le BRICS est une grande preuve de cette contradiction. C'est le BRICS qui a dévoilé l'incapacité de ce régime à prouver qu'il est vraiment devenu un pays émergent. C'est quoi un pays émergent? Oui, c'est de sortir du sous-développement, c'est d'avoir un PIB plus important, c'est d'industrialiser le pays, c'est de diversifier votre économie. C'est ça un pays émergent. Pas au point d'arriver à un pays développé, mais au moins vous donner des signes de cette transformation, de cette évolution. Les chiffres sont là pour montrer que ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, honnêtement, j'ai encore des doutes sur Kharj Bilat. Notre ami Djihad parle de Kharj Bilat et de machin. J'ai beaucoup de doutes. Et je pense à cette masse, information massive sur soi-disant l'agriculture. Ils nous ont montré des tracteurs et des camions et des machins pendant des kilomètres et des kilomètres de camions. Et à la fin, elle est où la récolte? Zéro. Parce que quelques semaines plus tard, ils sont allés chercher du blé en Russie ou bien en Ukraine. Le problème, c'est qu'ils se rétractent quand c'est à l'international, quand ils ne peuvent plus donner la preuve et qu'il y a l'opinion publique internationale pour les contredire. Voilà la raison pourquoi il s'est contracté. Et la meilleure preuve, ni BRICS, ni autre organisation ne peut les accueillir en ce moment. Très bien. Monsieur Djadi, on va rester toujours avec les déclarations de Tebboune, mais cette fois, je vais revenir sur une déclaration qui a créé vraiment une grande polémique sur les réseaux sociaux, l'endettement. On va écouter d'abord ce qu'il avait dit et ce qu'il a dit, puis je reviens à vous, monsieur Djadi.
11. وفتاوي اقتصادية واللي يستدين ماهوش عيب، ولا عيب الاستدانة، عيب وخيانة للشهداء. A few moments later. احنا رايحين نقترضوا من لاباد البنك الافريقي التنميه نعم. كم المبلغ بتاع القرض اذا ممكن؟ 3 مليار دولار سي ريان، سي ميم با 10% تاع المداخل تاعنا. عيب وخيانة للشهداء، عيب وخيانة للشهداء. Monsieur Nouadjad, est-ce que vous comprenez cette polémique qui a été créée après ces déclarations? Au début, il avait dit comme quoi Haïb wa khiyana li shuhada. Il a traité ceux qui pensent peut-être l'endettement, ça peut être une solution de khiyana, c'est des traîtres aux shuhada. Maintenant, il décide d'emprunter 3 milliards, c'est pas beaucoup, ça va, ça fait partie, il ne représente que 10% de notre recette. Est-ce que vous comprenez cette polémique? Merci. C'est une question pertinente, entre parenthèses, je pose une petite question si vous pouvez me répondre. Si vous avez plutôt l'information. Est-ce que vous savez quand est-ce qu'il a évoqué l'endettement à Khiyanat Chouhada? Il l'a déclaré devant l'institution militaire. Il avait fait quand il a visité le ministère de la Défense. Quelle année? Non, pour le moment, là, je ne peux pas vous le dire exactement. Je vous le dis. C'était au début 2025. Ok, 2025. 2025. Ok, c'est quoi la différence? Je vous donne la preuve. Il y a que ça, justement, vous allez comprendre si c'est bien. Allez-y. Parce que un président, chaque fois qu'il يقول حاجة هو يقصد في l'endettement باللي حرام كما c'était en 94. قال مثلا la différence entre emprunter de l'argent pour des projets structurants qui nous ramènent, qui vont booster, stimuler l'économie, enrichir le pays, etc., industrialiser, etc., et donner la main au FMI, à la Banque mondiale, au Club de Paris ou de Londres pour faire face au déficit de la balance de paiement ou bien pour vivre la population. C'est ça qui fait la différence. Maintenant, je vous donne la preuve. Galha a dit en 2025. Par contre, l'article 108 de la loi de finances de 2020 déjà. Je dis bien, je vous donne la référence. L'article 108 de la loi 1914 du 11 décembre 2019. C'est-à-dire la loi de finances à 2020. Cet article stipule que le gouvernement a le droit d'emprunter de l'argent pour des projets structurants et que avec le Conseil des ministres qui donne son aval pour que cet article soit exécutoire. Deuxièmement, c'était en 2025, voir l'article 201 de la loi de finances de 2025. Il répète la même chose, que le gouvernement est autorisé à emprunter de l'argent de l'extérieur pour des projets structurants, avec l'aval du Conseil des ministres. C'est-à-dire, emprunter de l'argent pour un projet structurant, pour stimuler, comme j'ai dit tout à l'heure, pour la prospérité du pays, pour faire évoluer l'industrie, etc. Mais مش حرام. بس اللي حرام على الشهداء tendre la main au FMI avec des conditionnalités de fermer les usines, le secteur public, ouvrir les portes au libéralisme sauvage, augmenter le chômage, libérer le personnel, c'est ça qui est très mauvais, avec des conditions vous n'avez pas le droit de parler soit de Palestine, soit de la libération des Sahraouis, etc. Donc, c'est cet endettement
qui ligue haram. Très bien. C'est dans ce sens, ce n'est pas pour emprunter de l'argent pour booster l'économie. Très bien, Monsieur Djadi. Merci. Restez avec moi. Monsieur Abdelkrim Zghilch, vous avez entendu Monsieur Tebboune, les pays émergents ont été un pas dedans. Maintenant, on a les deux pieds d'or. Pour l'emprunter de l'argent, c'était, vous avez entendu le point de vue de M. Djadi. Qu'est-ce que vous en pensez de ces... apparemment, c'est des contradictions, puisque ce qu'il avait dit, ce qu'il a dit maintenant, c'est complètement le contraire. C'est quoi votre analyse, M. Zghilch? Il faut partir du point de vue, personnellement, je pars du point de vue que l'endettement à l'international, ce n'est pas un problème. Tous les pays du monde utilisent ce mécanisme de l'endettement à l'international. Ce n'est pas un problème en soi, ce n'est pas une faille en soi. L'endettement à l'international est un mécanisme naturel et normal que la totalité des pays du monde utilisent. Et l'Algérie serait dans une bêtise, serait dans l'idiotie de ne pas utiliser ce mécanisme comme l'utilisent tous les pays du monde. Donc c'est naturel et le problème, il n'est pas là. Le problème, il est plutôt dans la contradiction structurelle du discours politique algérien, dans ce qu'on pourrait appeler clairement le populisme. L'utilisation du populisme dans le discours économique et le discours politique. L'endettement en lui-même n'est pas un problème. Et personne ne pourra demander des comptes, ni à l'intérieur du pays, ni à l'extérieur du pays. Personne ne pourra demander des comptes à l'Algérie d'utiliser les mécanismes d'endettement pour financer ses projets. Et la question, elle est là. La question essentielle, elle est là. S'endetter, pourquoi faire? Est-ce que l'Algérie va s'endetter pour financer des projets structurants rentables, ou est-ce que l'Algérie va s'endetter pour payer les fonctionnaires c'est-à-dire comment cet argent va être utilisé? Voilà la question. Et nous n'avons en Algérie aucun mécanisme, absolument. Il n'existe aucun mécanisme pour vérifier ce que l'État va faire avec de l'argent qu'elle va emprunter à l'international. Ni presse libre, ni parlement au véritable sens du mot, ni séparation du pouvoir, séparation des pouvoirs. Donc, sur le point de l'endettement, la question, ce n'est pas l'endettement en lui-même. Ce n'est pas ça le problème. La question, c'est le populisme avec lequel des questions aussi importantes sont gérées. Gérer des questions aussi importantes avec un populisme aussi banal, c'est effrayant. Ça n'inspire pas confiance dans la capacité de l'État à gérer l'État elle-même. Est-ce que cet argent-là... Pardon? Vous continuez, je vous écoute. L'essentiel de la chose, moi je dirais, dans le point de l'endettement, c'est comment on peut vérifier à quoi cet argent va être utilisé. Voilà. Et l'Algérien... Très bien, M. Djihad Halimi, peut-être on va passer aussi à d'autres contradictions. Hein. Ce fameux, la numérisation, Raqmana, on n'arrête pas d'en parler, le pouvoir n'arrête pas d'en parler, le Tebboune n'arrête pas d'en parler à chaque occasion. Sauf qu'il y a un problème. Chaque année, il dit que cette année, c'est l'année de la numérisation. On va essayer d'écouter ce qu'il avait dit les années précédentes et ce qu'il avait dit, bien sûr, pendant cette dernière intervention. نهاية 24 نوصل للرقمنة النهائية. نتمنى باش هذا الرقمنة ننتهي منها في هذه السنة 25. أنا قلت سنة 2027 بالنسبة للجزائر تكون سنة حاسمة. نكونوا كملنا من الرقمنة إن شاء الله. بالرقمنة مع نهاية 2026 نكونوا انتهينا من هالأمور نهائيا. Monsieur Djihad Halimi, apparemment avec cette numérisation, Tebboune a beaucoup de difficultés. Chaque année, il nous promet cette fameuse numérisation, mais chaque année, on ne voit pas les choses se réaliser. Il a vraiment des problèmes sur ce point? Écoutez, là, vous tombez dans mon secteur professionnel. Je suis un informaticien de formation et à chaque fois que j'entends Tebboune parler de la numérisation, l'informatisation, il parle de ça comme une entité, alors que c'est pas ça. Vraiment, c'est des projets séparés dans différents ministères. Écoutez, on a des projets ici avec le ministère du Revenu de la province du Québec. On a des projets avec le ministère de la Santé et Services sociaux. On a des projets avec le ministère de l'Éducation. Et tout ça, c'est des petits
petits projets à gauche et à droite. Donc, le fait de parler de informatiser comme ça, en gros, en général, pour moi, c'est vraiment, excusez-moi, ça rentre dans le cadre de l'Ghbib, comme l'a dit monsieur Abdelmajid Tebboune, ou Tcharak el-Fom. C'est pas l'expression, mais vu qu'il l'a utilisé, je me permets de l'utiliser aussi. Tu ne peux pas juste parler de la numérisation ou de l'informatisation comme ça. Il faut parler de projets spécifiques. Qu'est-ce que tu vas numériser? Dans ce discours-là, il a parlé d'enlever les subventions puis d'ajouter des subventions ciblées. Ça, c'est un gros méga projet d'informatisation du système des rentes en Algérie pour savoir combien chaque personne gagne, combien chaque personne dépense, combien on peut les aider. Par exemple, le prix du pain, tu vas le comptabiliser au prix coûtant au marché, mais ceux qui sont très pauvres, tu vas leur donner une allocation mensuelle qui va couvrir la différence. Ceux qui sont moyennement pauvres, tu vas leur donner une allocation un petit peu moins élevée, mais beaucoup plus élevée que quelqu'un qui peut se permettre d'acheter le pain à un prix régulier. Ça, en tant que tel, juste ce projet-là, de savoir c'est quoi les revenus des gens, puis de leur offrir des allocations mensuelles, c'était un gros projet. Donc, le fait qu'ils parlent juste de Raqmana comme ça, moi, attachez vos ceintures, il va y avoir des manquements graves. Parce que tu peux pas parler de quelque chose aussi abstrait, puis 2027, à chaque fois, il la reporte, mais on va voir 2027. Mais attendez-vous à voir des gros échecs, des grosses lacunes. Mais encore une fois, ils vont sortir, OK, l'informatisation, c'est fait. Va, toi, simple citoyen, prouver ça. T'as pas des médias libres, t'as pas le droit d'accès à l'information, t'as pas de opposition qui est capable vraiment d'avoir accès aux dossiers, aux informations. Comment tu vas le prouver? Ils vont le déclarer. Raqmana, c'est fait. Donc, il y a personne qui va les contredire, malheureusement. Tout à fait, tout à fait. Monsieur Hamid, peut-être Boun a eu un soutien de taille, c'est la revue Le Jaish. Comme d'habitude, chaque année, chaque mois, il y a un nouveau numéro et à peu près c'est le même discours. On va essayer d'écouter un petit peu une partie de ce qu'a dit Majed El Jaish par rapport à, bien sûr, la réalisation de Tebboune et bien sûr, les menaces et ceux qui font tout pour casser notre pays. On écoute ce qu'a dit Majed El Jaish. Particulièrement cette étape marquée par les évolutions qui s'opèrent à tous les niveaux en Algérie, à la lumière de son prometteur projet de renouveau national pour prendre sa place parmi les pays émergents, en dépit de toutes les tentatives désespérées de ses ennemis d'entraver et de freiner son parcours, et vis-à-vis desquels le peuple algérien a grande confiance, ajoute la revue El Jaish. Des plans malveillants qui n'atteindront jamais leur fin ni leur funeste objectif. L'éditorial souligne que malgré tout cela, l'Algérie poursuit son chemin avec détermination et fermeté vers la consécration de son indépendance politique et économique grâce à ses enfants loyaux et à son armée qui continue de s'acquitter de ses nobles missions constitutionnelles et d'accompagner le parachèvement de ce processus de développement à travers sa contribution aux différents projets d'envergure tout en veillant à la sécurisation de chaque parcelle du territoire national. Monsieur Hamid, peut-être en dépit des critiques, en dépit des avertissements, en dépit des alertes de beaucoup d'experts, de militants, on peut dire que le pouvoir, quand même, il tient son cap depuis 2019. Il tient son même discours. Le Majed El Jaish, chaque mois, elle fait le même discours, malgré que, quand même, il y a une réaction très négative des militants, des experts. Comment expliquer cette persistance, c'est Hamid? Ce bombardement médiatique, il faut qu'il continue. C'est une machine. C'est une machine, ils vont l'utiliser parce que pour nous fatiguer. Pourquoi ils doivent inviter l'armée à toutes les sauces? Pourquoi l'armée est mise à toutes les sauces? Pourquoi ils peuvent pas faire les choses sans l'armée? Pourquoi l'armée elle a tellement de choses, tellement de pain sur la planche qu'elle n'a pas assez de temps ni de ressources pour faire son travail. Pourquoi il faut encore l'amener dans les affaires civiles, dans les affaires de l'État? Et ça fait partie du programme de mass média pour fatiguer la population. Et il y a aussi, parce que le problème avec l'armée, ils essaient de nous mettre dans une situation où on ne peut pas critiquer. Parce que c'est difficile de critiquer certains aspects liés à l'armée.
Comme moi je dis, par exemple, si maintenant je dis je suis contre l'utilisation de l'armée dans leur propagande, les autres, qu'est-ce qu'ils vont dire? Et ils vont utiliser les émotions du peuple algérien. Regardez, il est antinationaliste, il est anti-militaire, il n'aime pas. Et celui qui n'aime pas son armée, celui qui critique son armée, c'est un traître. C'est une logique, ce qui est vrai. Pourquoi on a besoin de critiquer notre armée? On n'a pas besoin. Mais ils vont la mettre là où comme un paravent. Comme un paravent. Et d'ailleurs, parmi comme vous avez cité les opposants, il y en a qui disent ça c'est un terrain glissant pour moi, s'ils ont mis l'armée au milieu, moi je ne vais pas parler, je ne vais pas faire de commentaires. Alors qu'on sait que ce n'est pas vraiment l'armée. Et moi personnellement, je fais une différence vraiment très très importante entre l'armée professionnelle, opérationnelle, qu'on ne voit pas à la télévision, et les enfants de l'Algérie qui font leur travail, et ces pseudo-officiers qu'on voit à la télévision qui n'ont aucune qualification, et c'est eux qui tournent notre institution au ridicule. Laissons l'institution militaire de côté et parlons business. Parlons business, c'est-à-dire parlons des affaires du peuple algérien. Très bien, très bien. Si on vient maintenant à la scène internationale et à la diplomatie algérienne, Tebboune, il a parlé un peu de tout, de plusieurs pays, l'Émirat, France, Niger. On va commencer par la France, puisque d'abord, Nunez, normalement, c'est programmé qu'il vienne demain, lundi. On va écouter ce qu'il avait dit, M. Nunez, le ministre de l'Intérieur, sur cette visite, et j'en viens à vous. Est-ce que vous irez en Algérie, comme vous aviez d'ailleurs à ce micro dit que vous iriez? Alors il y a plusieurs choses dans votre question. Il y a deux choses. La première, c'est l'accord franco-algérien. Bon, effectivement, l'accord de 1968, je crois que le président de la République a annoncé, et le président Tebboune à un moment l'avait accepté, qu'il puisse y avoir une renégociation. Donc, cette renégociation, on va y travailler. Après, il y a le deuxième sujet, qui est mon déplacement en Algérie, pour aller parler de questions de sécurité, notamment, la question des réadmissions, la question de la lutte contre le terrorisme, contre le narcotrafic. Et j'ai été invité par mon homologue, le ministre de l'Intérieur algérien, et nous préparons cette visite. Voilà, donc il prépare cette visite, là il a des contacts depuis quelques semaines, il parlait de tout entre Alger et Paris, sauf qu'au même moment, M. Tebboune, pendant cette intervention, il était un petit peu très dur, si je peux dire, par rapport à la France. On va écouter Tebboune. Si tu permets, en toute démocratie, je ne réponds pas en ce qui concerne la France. Aucune déclaration. Et la seule déclaration que je fais, c'est tout le respect que j'ai pour Madame Royale. سيادة الرئيس وزير الداخلية الفرنسي يعني دار تصريح قال أنه مستعد يجي للجزائر. كيف ترون هذا التصريح؟ تصريح يهمه هو ما يهمنيش. بغا يجي مرحبا. إذن المرة هذه طلبنا باش نعاودوا نتفاوضوا. ما فيش إجماع، فيه إجماع ناقص واحد. Celui qui veut ridiculiser ou la humilier l'Algérie مازال ما ولدتوش أمه. بعبارة شعبية. Monsieur Mnoar Jadé, est-ce que vous pensez qu'il y a un double langage? Il y a un langage à l'international, à la France, on négocie, on invite le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur, on parle, il y a des contacts. Et à l'intérieur, on entend M. Tebboune, je n'ai même pas envie de parler de la France. Nous, s'il veut venir, c'est son problème. Surtout que c'est nous qui l'avons invité. Et voilà, ce discours. Comment expliquer ça? Est-ce que vous pensez qu'il y a un double langage par rapport à ce sujet? M. Mnoar Jadé? M. Mnoar Jadé? Monsieur Mnoar Jadé? Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe mal, Lyoum. C'est pas si vous avez entendu M. Tebboune quand il parlait de la France.
Non, j'ai pas entendu. Voilà. Donc, juste pour résumer, on a entendu M. Nunez dire comme quoi il y a eu des contacts entre Alger et Paris depuis quelques semaines et il se prépare pour rendre visite, ou plutôt pour répondre positivement à l'invitation de notre ministre pour venir demain, Inch'Allah, lundi. Au moment où M. Tebboune, pendant son intervention, lui, il a critiqué la France. Moi, je n'ai pas envie de parler de la France. Nunez, s'il veut venir, c'est sans problème. Est-ce qu'on parle d'un double langage interne et externe avec la France? En secret, on négocie, on parle, on a des contacts, on a des projets. Mais le projet populaire, c'est que voilà, c'est notre ennemi. Et je n'ai même pas envie de parler de la France. Comment vous expliquez ce double langage, s'il y a vraiment un double langage? Donc, si vous me permettez, une petite question qui a été posée par un de vos invités en ce qui concerne la destination de l'emprunt des 3 milliards de dollars. Je dis que cet emprunt est destiné pour le financement de la ligne ferroviaire Laghouat-Menia, à peu près 500 km, qui va continuer jusqu'à Tamarast, qui va démarrer, Inch'Allah, deuxième semestre 2026. Donc, bien sûr, on vous a entendu, et on l'a entendu lui-même, le président, mais le problème, comme l'avaient dit les intervenants, c'est qu'il n'y a pas de garde-fou, il n'y a pas un contrôle, il n'y a pas le chef FIA, donc cet argent va venir. Est-ce qu'il y a vraiment un contrôle des institutions indépendantes, un parlement indépendant qui peut juger, qui peut tracer l'argent? C'est ça la question. Donc on a bien compris comme c'était pour le projet. Ça, c'est un petit peu... On a bien compris ce point, M. Djadi. Si on passe maintenant à ce double langage, parce que j'ai envie d'aller... Non, ça se mêle. J'éclaircis. En Algérie, il y a un parlement. Il y a les deux chambres, il y a la Cour des comptes. C'est la Banque centrale qui va gérer cet argent. Parce que c'est de la devise. C'est la Banque centrale, avec le gouvernement. Justement, M. Djadi, c'est les mêmes institutions qui ont été pendant Bouteflika. Et Bouteflika, on sait maintenant, comme quoi la Essaba a volé, je ne sais pas combien de milliers de milliards. C'est le même discours. On avait un parlementaire, on avait la Cour des comptes, on avait des organismes qui surveillent, mais on avait le résultat. C'est ça le dilemme, M. Djadi. On est en train de parler de l'indépendance des institutions. Mais bon, comme... Non, arrivé à ce point... on va, de toute façon, ceux qui nous écoutent, on va comprendre. On va passer à ce double langage, s'il y a vraiment double langage pour ce qui est de la diplomatie, M. Djadi. Qu'est-ce que vous en pensez avec cette crise avec la France? Nunez va venir demain, Inch'Allah, après notre invitation. Et Tebboune qui n'a même pas envie de parler de la France. Effectivement, le président Tebboune a reçu Ségolène Royal. Il est venu en Algérie discuter les autres autorités du pays avec le président de la République. C'est pour un objectif bien précis. Et la question qui a été posée au président dernièrement, il a dit « je ne parle pas de la France ». Et c'est tout. Donc la preuve que demain il va venir le ministre de l'Intérieur sans condition. Mais avant, il posait certaines conditions. Mais cette fois-ci, il a accepté qu'il visitera l'Algérie demain, Inch'Allah, mais sans condition. Et de deux. Si Selim. Il ne faut pas oublier que moi j'ai toujours dit, avec la France, nous avons une histoire douloureuse. Mais nous partageons la même histoire. Nous avons quand même 5-6 millions d'Algériens qui vivent en France. Nous avons une complémentarité économique. Maintenant, ce qu'ils veulent, notre président et tout le peuple, c'est qu'on négocie égal à égal. Pas avec un ancien colonisateur et il est au-dessus de... Non, mais ce que je veux dire, M. Djadi, peut-être il y a parmi les critiques, c'est le niveau de le discours diplomatique. Un président qui parle ainsi, peut-être c'est un petit peu rabaissant pour l'Algérie de parler comme ça. J'ai pas envie de parler de la France. Les ministres qu'on a invités, il dit comme cas de Barrasso, il peut venir ou il veut rester chez lui, c'est pas mon problème. C'est cette façon de parler qui a eu beaucoup de critiques. Écoutez, le président du Niger, il s'est aligné à la politique de Gouetta au Mali. Il a retiré son ministre, son ambassadeur. Aujourd'hui, il est à Alger.
l'intérêt du peuple, ce n'est pas comme on pense nous en tant qu'individu. C'est un peuple, c'est une stratégie, c'est une diplomatie internationale, c'est la géopolitique. Et vous avez dans les prochains jours, le président voilà, donc moi je ne peux pas rentrer. Très bien. C'est aussi. Très bien, M. Djadi. Je crois qu'il y a un problème technique. On va voir c'est quoi ce problème. Vous n'entendez pas comme il faut. M. Abdelkrim Zghil, j'en viens à vous par rapport à cette visite, à ce discours de Tebboune. Il a encore dit, il n'a pas dit que ça. Il a même dit par rapport aux grands, la Chine et les États-Unis, la Russie. On va entendre ce qu'il avait dit sur ces grands pays. Et je reviens à vous, M. Abdelkrim Zghil. Tout ne s'étale pas dans la rue. Il y a des relations avec les États-Unis dont nous sommes contents. Ils sont contents de nos relations aussi. Avec toutes les puissances, hein. Pas avec uniquement la... J'ai reçu des félicitations de Xi Jinping, j'ai reçu des appels de président Poutine, etc. C'est bizarre avec les grands, on s'entend. Il n'y a aucun problème posé dans ces trucs-là. Qu'est-ce que vous en pensez avec les grands? Le problème, c'est qu'on s'entend bien avec les grands. Il a nommé quelques pays. Et pour ce qui est de la France, moi, je n'ai pas envie d'en parler. Le ministre de l'Intérieur, s'il veut venir, il peut venir. Sinon, de Barrasso, il peut rester chez lui. Au moment où on a invité ce ministre de l'Intérieur pour venir demain, Inch'Allah, lundi, chez nous en Algérie. Comment expliquer ce discours diplomatique de M. Tebboune Zghil? De toute façon, avec ces grands-là qu'on s'entend, ce n'est pas le Premier ministre américain ou le Premier ministre allemand qui viennent en Algérie. On les a pas vus venir en Algérie. Ces grands-là avec lesquels on s'entend. Pour le moment, c'est le Premier ministre, et plutôt c'est le Premier ministre français qui va venir en Algérie. Pour le moment, c'est ça. Ministre de l'Intérieur. Pour la qualité du discours, on revient, si je le comprends bien, on a affaire à un président paternaliste qui parle à des enfants. Donc ça explique la qualité du discours. C'est un président paternaliste, c'est un discours destiné à la consommation interne, et il s'adresse à des enfants. Donc il s'adresse à des enfants avec un vocabulaire que les enfants peuvent comprendre. C'est normal, on ne peut pas s'adresser à des enfants, à des Algériens qui ne connaissent pas tout, à des Algériens qui n'ont pas la capacité intellectuelle d'appréhender les sujets de ce monde. On ne peut pas parler aux Algériens avec un vocabulaire compliqué ou un vocabulaire complexe. Donc on est obligé de leur faciliter le discours en utilisant ce genre de termes. Et je tiens à préciser sur le double langage. Il y a réellement à quoi les Algériens doivent faire attention, et très attention. Le lendemain du retour de Madame Royal à Paris, elle est passée sur TF1. Et l'émission, elle est toujours... les gens se disent que tout le monde peut voir l'émission qu'elle a faite sur TF1. La veille, elle était à Alger. Elle parlait de Jamajim, de Emir Abdelkader, de restitution de l'histoire, de la réconciliation de la mémoire. Hier à Alger. Le lendemain, sur TF1, en parlant aux Français, elle parlait des 4 milliards de dollars que les entreprises françaises avaient perdu comme chiffre d'affaires en Algérie après les dégradations des relations algéro-françaises. C'est-à-dire que Mme Royal, quand elle était à Alger, elle nous parlait, nous, indigènes algériens, du passé et des crânes, et quand elle est rentrée chez elle avec ses compatriotes, elle leur parlait des 4 milliards d'économies et elle leur parlait du futur. Nous, les Algériens, on nous parle du passé et les Français, on leur parle du futur. Voilà le double langage que M. Tebboune a soutenu en disant qu'il remerciait, il a parlé à un certain moment, il a glorifié le passage de Mme Ségolène Royal en Algérie. J'ai oublié le terme exact qu'il a utilisé, mais il a dit qu'il respectait Mme Ségolène Royal et voilà l'élément.
Voilà le double langage. Nous, on nous parle du passé et les Français, on leur parle du futur. C'est terrible. Voilà à quoi les Algériens. C'est terrible. Monsieur Djihad Halimi, on continue avec les discours de l'intervention de Tebboune, avec la qualité de son discours, puisque monsieur Zghich, il en a parlé, cette qualité, un discours diplomatique, mais apparemment c'est un discours division 2, celui qui est destiné pour la population générale, l'autre peut-être pour l'étranger. On va essayer d'écouter ce qu'il avait dit sur une soi-disant Douaïla ou un petit pays. On va écouter tout ce qu'il avait dit sur ce sujet. لما نسميها دويلة يعني باقي يزعبطوا هكا بغاو يدخلونا في انتخاباتنا الأولى والثانية دخلوا في هذه دخلوا في هذه أو يتهدوا وإحنا دوك نفقروهم غير بالتحكيم الدولي ولا أي روح حكم روح تخلينيش ندم على النهار اللي عرفناكم فيه. احنا نتمنى باش نزيد نواصل نكونوا قوة نتاع استقرار. Monsieur Djihad Halimi, c'est vrai que peut-être il y a un discours interne destiné pour la population algérienne, puis c'est apparemment notre père, donc nous on ne comprend pas beaucoup exactement ce qui se passe. Sauf que, est-ce qu'il est au courant comme quoi son discours il va passer à l'étranger, les chanceliers étrangers vont l'écouter? C'est quoi cette qualité d'un discours pareil d'un président algérien? Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Djihad Halimi? La forme du discours, elle incarne réellement la définition du terme tlarbib. La façon comment il parle, c'est pas la façon d'un homme d'État. يقول لك اللي يحب يهين الجزائر مازال ما ولدتوش امه. Ce genre de discours يهين الجزائر. Tu as des points à dire, tu peux les dire d'une façon diplomatique qui honore l'Algérie et la classe dirigeante en Algérie. Bon, les Émirats, on sait très très bien que c'est le bras d'Israël dans le monde arabe. On sait très très bien leur historique dans les contre-révolutions, dans la création de crises internes. On sait ça très très bien. Mais rappelons-nous, c'est qui a ramené les Émirats en Algérie? C'est qui leur a donné des contrats ultra sensibles avec nos militaires? C'est qui leur a donné la gestion d'installations méga ultra sensibles en Algérie qui sont les ports d'Algérie? C'est pas le citoyen, c'est eux qui les ont ramenés. Maintenant, ce qui serait bien, c'est de parler dans un langage neutre, expliquer notre contentieux, puis moi, je suis un citoyen, je suis pas un sujet. J'ai besoin de comprendre ça. J'ai besoin de comprendre c'est quoi le contentieux entre nous et les Émirats. Et j'ai besoin d'avoir ce contentieux-là d'une façon qui ne nuit pas à l'image de l'Algérie. Donc, c'est ça, c'est eux qui les ont ramenés. Maintenant, il y a un problème, et c'est un problème réel à mon avis, vu l'expérience de ce pays-là ailleurs. On va essayer de le régler d'une façon qui ne nuit pas à notre réputation. C'est ça vraiment. Tu sais, ils nous accusent de tlarbib, de charak al-fouk, mais finalement, c'est lui le roi de cette pratique-là. J'ai terminé. Très bien. Monsieur Hamid Lelou, peut-être on va passer à un autre dossier, toujours à l'échelle internationale, le Niger, puisqu'apparemment, chaque pays a renvoyé, je peux dire, son ambassadeur vers l'autre pays. Et même le président nigérien, il va venir, Inch'Allah, nous rendre visite. On va écouter d'abord ce que l'avait dit Tebboune sur le sujet du Niger. وما هوش سر أنا أمس بديت رسالة اللي نعزم فيها أخي ونحترمه بزاف وعارفها هو نفس الشيء بدو الجنرال تياني رئيس النيجر الحالي وإن شاء الله يزورنا والسحابة تمر بيناتنا لأن قريب لنا كذلك بزاف النيجر إيش. ورد في بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يأمر بعودة سفير الجمهورية الجزائرية المعتمد لدى جمهورية النيجر الشقيقة فورا إلى نيامي، ويأتي هذا القرار بعد عودة سفير جمهورية النيجر المعتمد بالجزائر لاستئناف مهامه اليوم بالجزائر. Monsieur Hamid Lelou, très bien, le Niger cette crise va partir. Inch'Allah, on va reprendre nos relations
comme avant, sauf que le problème, M. Hamid Lelou, ça fait pas longtemps, ça fait 1 année et demie à peu près, on a un autre discours par rapport au Niger. On va essayer d'écouter parmi les interventions sur nos plateaux chez nous en Algérie. Il y a eu cette intervention, on va l'écouter, j'en reviens à vous, M. Lelou. تطبيقا أو مصداقا للمقولة اتقي شر من أحسنت إليه. نعم. هناك من الأفارقة سامحهم الله أنهم لا ينظرون إلى بعيد. نعم. فهم دائما بقوا قوم تبع لأمهم فرنسا ومن على شاكلتها. نعم. وبالتالي لا دين لهم ولا ملة في هذا الجانب هذا. فالجزائر اليوم من حقها أنها تغلق كل المنافذ من أجل قطع الطريق على هؤلاء مرتزقة السياسة ومرتزقة الحكم. نعم. خير الجزائر عليهم كبير لأنها صدلهم. نعم. موقفها في الاتحاد الإفريقي وكذلك في الأمم المتحدة وبعدم معاقبة هؤلاء الثلاثة. نعم. لكن هم تنكروا لكل ما هو جزائري. Monsieur Hamid Lelou, vous l'avez entendu, pour lui c'est le Murtaziqa, Karin El Khair. C'est pas que celui-là, on avait entendu beaucoup même des reportages sur la télévision algérienne officielle sur ces pays-là. Maintenant, Akhi, Azizi, Sadiqi, on va reprendre nos contacts. Pourquoi on ne garde pas une marge de manœuvre? Pourquoi dès qu'on a un problème avec un pays, c'est l'extrême, c'est la guerre des paroles, des accusations très graves, pour après quelques mois, quelques semaines, quelques années après, on vient à genoux, si je peux dire, pour reprendre le contact avec ces pays. C'est quoi? C'est un manque de vision, un manque de stratégie? Absolument pas. Absolument pas. Je suis tout à fait d'accord avec lui au fait, parce que si j'utilise le cadre de conflit de résolution, il y a escalade et déescalade. C'est tout à fait normal. S'il y a 1 an, les Algériens étaient en train de crier contre les Nigériens, les Maliens, les traités de tout et essayer de faire la pression sur eux, c'est tout à fait normal. Et ce n'est pas un manque de vision que de changer d'avis après 1 an. Parce qu'en 1 an, les choses ont évolué, les choses ont changé. Et il n'y a pas de mal à cela. Il faut pas... Mais est-ce qu'on a dû laisser une petite porte ouverte ou quelques manœuvres oui, la porte elle est ouverte dans l'informel. Et justement, c'est pour ça que ce que leur pseudo-président dit n'a pas vraiment de valeur. Je vais vous dire pourquoi. Quand vous êtes dans les relations internationales, surtout avec les pays avancés, ou bien même les pays non avancés, ils vont écouter le discours officiel, mais ils savent exactement il est où le centre nerveux, le centre décisionnel. Ils savent que ce n'est pas le Mouradia, ils savent que ce n'est pas la politique formelle algérienne. Il y a un autre côté qui est la politique informelle, qui est la politique opérationnelle. Et là, effectivement, l'Algérie jouit d'une réputation extraordinaire. On l'a vu avec le témoignage des Américains lors d'une commission du Congrès où la personne ne voulait pas parler de l'officiel. Il disait oui, mais nous travaillons avec des gens sérieux, mais je ne peux pas parler de ça. Ce sont d'autres personnes. Clairement, si vous lisez entre les lignes, il y a le formel et l'informel. Et malheureusement, la politique algérienne, à l'intérieur, à l'extérieur, c'est de l'informel. Sauf qu'à l'international, les gens le savent. Et c'est pour ça qu'ils ne prêtent aucune attention ou à aucun de ces discours annoncés par leur pseudo-président. Mais avec le Niger, moi je ne serais pas surpris de voir que les choses ont évolué sur le terrain, que les Nigériens eux-mêmes se sont rendus compte que leur ligne de conduite pendant les dernières années à se dire que nous sommes contre tout ce qui est français, tout ce qui est algérien et qui se sont alignés derrière les Russes
Wagner, Mali et le Burkina Faso. Maintenant, ce que je vois, c'est cette fissure au niveau de cette alliance Mali-Niger Burkina Faso, parce que c'est la fatigue, ils sont fatigués, ils ne peuvent plus continuer là-dessus. Et effectivement, encore une information, au niveau opérationnel, l'Algérie fait plutôt un bon travail, mais ce travail, le mérite ne revient ni à Chinguiriha, ni à Tebboune, parce que ce sont des personnes caduques, qui n'ont pas de valeur comme celle des personnes opérationnelles. Et moi, c'est très important pour le public algérien de comprendre que nous ne sommes pas contre l'État algérien. L'État algérien, il est là. On aura des autres occasions pour expliquer pourquoi il y a cette dichotomie ou dualité entre la politique formelle et la politique informelle. Très bien, monsieur Abdelkarim Zghilch, qu'est-ce que dit ce discours diplomatique de Tebboune par rapport à ces pays, l'Émirat, Douaïla, la France, le Niger? C'est quoi votre analyse? Là, on est en train de voir le retournement de situation, par exemple, avec le Niger. Et là, je reviens parfaitement à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que pourquoi on n'arrive pas, notre diplomatie et notre comportement et notre réaction, on n'arrive toujours pas à garder avec un champ de manœuvre, un petit champ de manœuvre pour pouvoir gérer les situations. La politique, c'est normal, la politique n'est pas quelque chose de figé, la politique évolutive et elle évolue d'après les circonstances et le changement de situation. Et c'est une très très bonne chose pour moi. Si l'Algérie arrive à normaliser ses relations avec le Niger, c'est une très très bonne chose. Personne ne pourra dire le contraire. La bêtise a été d'être dans une confrontation frontale avec le Niger. À un certain moment, on les a ce qui s'est passé au Niger maintenant, c'est un coup militaire, c'est un putsch militaire, c'est un تصحيح ثوري كما يقولوا بالعربية. Ça, c'est le problème des Nigériens, c'est pas le problème de l'Algérie. C'est une question interne au Niger. Au Niger, ce n'est pas quelque chose qui doit intéresser ou importer les Algériens. Et l'Algérie a toujours une vocation de ne pas s'ingérer dans les affaires des autres nations. Donc, si l'Algérie arrive à régler sa situation, ses relations avec le Niger, c'est tant mieux, c'est excellent. Personne ne pourra dire le contraire. Maintenant, dans quel cadre cette réconciliation est en train de se faire? Là, on revient au discours du président de l'État. Il y a certaines choses que les Algériens ne savent pas. Parce que le fait que le Premier ministre français vienne en Algérie dans un décalage de même pas de 12 heures entre la réconciliation avec la réconciliation avec le Niger, il y a matière à réflexion. Il y a des questions à se poser. L'essentiel pour nous, Algériens, c'est que tout ça doit être fait afin de préserver les intérêts de l'Algérie, rien d'autre que les intérêts de l'Algérie. Mais comment s'en rassurer? Comment en être certain? Comment le savoir? Que tout ce qui est en train de se passer, et nous, on est en train de le remarquer, on le vit, il y a un certain nombre de choses qui sont en train de bouger. Je vous rappelle qu'il y a 24 heures, l'Algérie a apparemment, et ça a été confirmé, acheté du blé français. C'est peut-être un élément anodin, ça peut passer peut-être inaperçu, mais je pense qu'on est là dans une mu'adala à plusieurs variables, une équation à plusieurs variables. Et le blé français acheté par l'Algérie dernièrement est une variable qui fait partie de cette équation complète. Mais nous, pauvres Algériens, à qui on ne donne jamais l'information exacte, nous ne pouvons pas déchiffrer la totalité de cette mu'adala, de cette équation, parce que nous n'avons pas accès à l'ensemble de... L'essentiel, pour revenir à votre question, mon ami, votre émission, elle est longue. Moi, je n'ai pas l'habitude, mes émissions ne sont pas aussi longues que ça. Comme ça, vous avez beaucoup de temps, tout le temps pour bien vous exprimer. Oui. Donc, pour répondre, l'Algérie, ces dernières années, a déformé sa diplomatie. Elle a choisi, elle a changé le ton et le taux de sa diplomatie. Nous avons été et nous sommes dans une diplomatie, et comme on dit, la diplomatie n'est que le reflet de la politique intérieure. On a, à l'intérieur du pays, on est dans une politique agressive. Et ça reflète une diplomatie agressive aussi
avec ce qui entoure l'Algérie. Et si il va y avoir un revers et un changement de réflexion pour essayer de normaliser les relations de l'Algérie avec la totalité, je dis bien, la totalité des nations qui l'entourent dans le cadre du respect mutuel, c'est tant mieux, tant mieux. L'Algérie existe dans un cadre géographique méditerranéen et c'est dans le plus grand intérêt de l'Algérie d'avoir de bonnes relations avec la totalité des nations. Absolument, absolument. Monsieur Djed Halimi, peut-être la dernière question pour vous. Monsieur Zghel, j'avais parlé d'intérêt. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous êtes convaincu, est-ce que vous êtes rassuré que ces relations avec d'autres pays, c'est pour l'intérêt du peuple algérien? Tout ce qui se passe avec la France, l'Émirat, Niger, l'Espagne, Maroc, est-ce que ça c'est pour l'intérêt du peuple, des citoyens algériens? Je l'espère, je le souhaite réellement, mais malheureusement, on n'a aucun mécanisme qui nous permet de vérifier cela. On n'a pas de médias indépendants qui ont un droit garanti d'accès à l'information. On n'a pas une opposition qui a le droit d'avoir accès à ces informations-là. Donc, on doit se fier à la parole des dirigeants qui n'ont pas une excellente réputation avec la transparence. Donc, je le souhaite en tant qu'Algérien. J'aimerais bien que l'Algérie soit un pays émergent. J'aimerais bien que on se bat réellement pour des relations où est-ce que l'Algérie, avec ses partenaires, on entretient une relation gagnant-gagnant. Je l'aimerais bien. J'aimerais bien que on n'ait pas de crise diplomatique avec nos voisins. Parce que ça va encore améliorer la qualité de vie du citoyen algérien. Ils peuvent voyager, ils peuvent échanger, ils peuvent commercer avec nos voisins, ce qui est important parce qu'il ne faut pas oublier que dans le cadre de notre révolution, c'était le Nord-Africain, c'est l'entité nord-africaine qu'on militait pour sa libération et son intégration. Je le souhaite, mais encore une fois, on n'a pas de mécanisme pour le dire. Et à la fin, j'aimerais bien juste souhaiter Ramadan Moubarak à vous aussi. À vous aussi, monsieur Djed Halimi, à vous et à votre famille. Monsieur Hamid Leloua, le dernier mot. Je vous laisse les dernières minutes à vous. Merci. Vite fait, ce sujet sur l'information, désinformation, il est très très important parce que c'est l'influence des masses. J'ai envie de dire aux Algériens, parce qu'ils sont fatigués de ça, ce n'est pas accidentel, c'est bien calculé, ça a des conséquences stratégiques. C'est la masse apathique, ça veut dire qu'ils ne veulent pas que les gens s'intéressent à la politique, ils veulent fragmenter l'opposition parce qu'il y a la méfiance et la dispersion entre les opposants. Ils veulent toucher à la stabilité par la confusion. Ils veulent, parce qu'ils n'ont pas besoin de convaincre, comme j'ai dit, ils ont besoin juste d'épuiser l'opinion publique. Après, elle devient apathique et ça ne m'intéresse pas. Et enfin, j'ajouterai un point. J'ai échangé quelques mots avec un ami qui est très instruit et tout ça, et qui est un opposant, et je ne doute pas de sa sincérité, qui quand même m'avait dit, il me dit, Hamid, vous savez, toutes les vérités ne sont pas bonnes pour être dites, et ça c'est très très grave. Quand vous faites attention à ce que vous dites, même si c'est la vérité, parce que vous avez peur pour le pays, ça c'est dangereux. Merci. Merci beaucoup, monsieur Hamid Leloua. Monsieur Mnoar Djadi, un dernier mot. Monsieur Mnoar Djadi. Non, malheureusement, on vient me dire comme que ça a coupé. Donc, je remercie, on est arrivé de toute façon à la fin de cette émission. Je remercie beaucoup nos chers invités, M. Hamid Leloua, Djed Halimi, Mnoar Djadi et bien sûr M. Abdelkrim Zghel. Je vous remercie beaucoup, chers téléspectateurs. Je vous donne rendez-vous demain. Prenez soin de vous. Assalamu alaikum wa rahmatullah.